L'autorité. Voilà bien un sujet qui s'invite régulièrement dans le débat public, dans les médias. Un sujet clivant, hélas utilisé bien trop souvent pour cet effet. Et si nous changions de perspective, et si nous élargissions notre regard pour sortir des clivages entre éducation bienveillante d'un côté et retour à cette fameuse discipline de l'autre côté. C'est avec Stéphane Lipiansky que nous allons explorer ces questions. Stéphane représente l'association Vers le haut qui a fait paraître un rapport sur l'autorité sur lequel nous allons nous appuyer tout au long de notre échange. Bienvenue Stéphane. Merci. Est-ce qu'il y a dans votre parcours quelque chose de signifiant sur ce sujet de l'autorité? Oui, je pense. Alors, je dirais un double aspect. Euh, des expériences en tant qu'enfant et en tant qu'élève, avec des souvenirs d'avoir connu des adultes et particulièrement des enseignants qui étaient particulièrement soucieux de la personne des élèves, qui étaient particulièrement attachés à expliciter ce qu'on faisait, à essayer d'attirer l'intérêt des élèves, et d'autres qui, en parallèle, se réfugiaient un peu volontiers derrière leur statut et sur leur estrade pour nous signifier que de toute façon c'était eux qui décidaient et qui détenaient la bonne parole. Donc ce contraste assez saisissant en tant qu'élève. Et puis une fois devenu adulte, et moi je suis parent, donc j'ai bien vu parfois la difficulté à exercer cette autorité. Et puis j'ai été aussi enseignant, donc dans différents contextes, en classe, à différents niveaux, et puis aussi dans d'autres typologies, notamment j'ai donné beaucoup de cours particuliers, donc j'ai pu voir effectivement ce qu'il y a de riche à développer des relations, on va dire, en tête à tête avec les élèves, et puis aussi les difficultés par contre en classe, effectivement, à exercer une autorité qui tienne compte effectivement des besoins des élèves, et puis aussi parfois cette tentation de l'arbitraire qui refait surface quand on ne sait plus très bien comment procéder. Bah, c'est de tout ça dont on va parler pendant une heure. J'aime bien commencer mes entretiens en essayant de définir les termes avec lesquels on va voyager pendant une heure. Comment on pourrait définir ce terme d'autorité? On part du prérequis et du principe que tout le monde sait ce que ça veut dire, mais comment on Alors, pourrait le définir? alors c'est vrai que c'est un terme difficile à définir parce que il y a justement une diversité de sens, et je pense très sincèrement que quand on parle d'autorité, les interlocuteurs avec qui on parle n'entendent pas forcément la même chose. Alors en fait, il y a un sens qui est un peu commun, qui rattache l'autorité finalement assez largement à la capacité à se faire obéir, mais qui parfois, de ce fait, rapproche la notion d'autorité de celle de pouvoir finalement. Parce que dans le pouvoir, il y a la possibilité quelque part d'imposer sa décision aux autres. Mais c'est vrai que le terme autorité, il renvoie à d'autres choses, et notamment au fait que derrière le terme autorité, il y a aussi l'idée de faire référence pour ceux à qui on s'adresse, et on retrouve ce sens-là, par exemple, dans les expressions comme cette personne fait autorité dans son domaine, c'est-à-dire finalement cette personne est un expert dont on peut accorder crédit à la parole. Et c'est vrai que cet aspect de l'autorité, c'est aussi le fait effectivement de détenir un savoir, ou de détenir un savoir-faire, ou de pouvoir le transmettre, et donc d'être susceptible d'être une ressource pour les autres, pour les aider à avancer dans leurs projets, dans leur parcours. Et à ceci se rajoute le fait que on parle ici d'éducation, et donc on est dans un type de relation qui est un peu particulier, puisque c'est celui d'un adulte avec un enfant ou avec un jeune. Or, on sait qu'effectivement, et c'est indéniable, que les enfants
sont par nature des êtres qui ont besoin d'être accompagnés, d'être guidés, d'être conseillés, parce que laissés à eux-mêmes, malheureusement, ils s'en sortent pas forcément. Donc, quand vient se rajouter cette dimension, on voit que quelque part, l'autorité est un peu indissociable de l'éducation et que en même temps, effectivement, les deux sens que j'ai dont j'ai pas proposé au début font qu'il peut y avoir une ambiguïté, c'est-à-dire que finalement, on peut se dire, ben, l'enfant du coup doit faire tout ce que lui dit l'adulte parce que c'est l'adulte et c'est lui qui est dépositaire de l'autorité. Et au contraire, on peut essayer de voir l'autorité comme quelque chose qui est un peu instrumental dans la relation entre l'adulte et l'enfant, c'est-à-dire qui est en fait un instrument pour être certain que l'enfant va adopter un comportement, prendre une décision qui va dans le sens de ses intérêts. Donc de ses intérêts immédiats, la sécurité, le bien-être, mais aussi ses intérêts futurs, puisque effectivement le processus d'éducation, il est censé alors il se termine jamais forcément, mais en tout cas il est censé avoir un horizon qui est celui d'arriver à l'âge adulte, d'être un adulte autonome, responsable, capable de tenir sa place dans la société. Et c'est pour ça qu'un autre sens de mot autorité, c'est aussi qu'autorité se rapproche pas mal du verbe autoriser. Et c'est vrai que celui qui fait autorité, c'est aussi celui qui finalement accompagne, mais autorise aussi l'autre à aller vers l'émancipation et vers l'autonomie. Donc c'est tous ces sens-là qui rendent la notion vraiment assez complexe et qui font souvent que effectivement tout le monde ne parle pas de la même chose en utilisant ce mot-là. Donc voilà. Et avec lequel on va voyager pendant 1 heure et à partir duquel vous avez travaillé pour le rapport sur l'autorité. Forcément, j'imagine qu'il y a un choix et un parti pris qu'il faut assumer et prendre en compte lors de notre échange. Oui, ben moi on est quand même parti de l'idée effectivement de, que l'autorité qui est confiée et qui est nécessaire dans le cadre de l'éducation, c'est effectivement celle qui est destinée effectivement qui est tournée vers les intérêts de l'enfant. Alors ce qui facilite pas forcément la tâche parce qu'il faut arriver à identifier les intérêts de l'enfant et à tomber d'accord dessus. Tout à fait. Mais voilà, je pense que ce sera assez clair dans l'échange qui va venir, mais qu'on va bien distinguer effectivement cette autorité-là de l'autorité qui pourrait être prise dans un sens plus proche de l'autoritarisme ou de l'arbitraire. Et de la domination, finalement. Et de la domination, effectivement. Ok. Alors, on va passer. Il y a un constat qui circule en 2023, mais je pense qu'à chaque époque, ça a circulé. Celui qu'il y aurait un déficit d'autorité dans notre société. Mythe ou réalité? Alors, je vais faire une réponse un petit peu plus complexe, mais je vais dire quand même réalité, mais à condition de bien comprendre ce qu'on entend par déficit d'autorité. Parce que là encore, effectivement, quand on parle de déficit d'autorité, je pense que la première chose qui vient à l'esprit de beaucoup de gens, c'est de dire on serait dans une période profondément laxiste où les enfants seraient privés de cadre, qu'il n'y aurait pas, qu'il n'y aurait pas assez de contraintes qui s'exercent sur eux. Et bon. Moi, je prendrais le terme déficit avec une compréhension un peu plus large, parce que effectivement, priver l'enfant d'un cadre, c'est effectivement un déficit d'autorité, le laisser faire tout ce qu'il veut aussi, mais il y a bien d'autres sens dans lesquels on peut dire que l'adulte fait preuve d'un déficit d'autorité. Et je pense que le fait, par exemple, d'abandonner les enfants à leur sort en oubliant, par exemple, de les faire progresser, de les faire grandir, je pense aux enfants finalement auquel qu'on renonce quelque part à élever. C'est-à-dire que on a tous, enfin, je pense que
en tant qu'enseignant, on a tous eu la tentation à un moment de dire, bon, bah, celui-là, il est au fond de la classe, j'ai au moins réussi à ce qu'il ne me dérange pas pendant le cours, bah, je vais plus faire attention à lui. Bah, pour moi, ça, c'est également un déficit d'autorité. Et la tentation aussi d'utiliser des méthodes plus coercitives que nécessaire, ça peut être aussi considéré comme un déficit d'autorité. Si, par exemple, je n'arrive pas à convaincre l'enfant que ce que j'essaye de lui faire faire, ça va finalement effectivement dans le sens de ses intérêts, que ça va lui servir, que c'est pour que ça va dans le sens de son propre épanouissement et que si tout simplement je cède par exemple à la violence ou si j'utilise des méthodes par exemple visant à dévaloriser ou à humilier l'enfant en ayant en tête l'idée que bah, finalement ça va quand même le bousculer, ça va le faire réagir. Bah, quelque part, quand même, je fais preuve d'un déficit d'autorité parce que, quelque part, je compense le fait que je n'arrive pas à faire autorité sur cet enfant. Je le compense en utilisant mon ascendant sur lui, en utilisant des méthodes qui, finalement, je profite de mon statut ou je profite de ma plus grande expérience ou de ma ruse ou de ma force pour finalement être dans une approche plus de coercition, de contrainte, mais qui finalement peut perdre de vue le fait que la finalité, c'est de le faire grandir, c'est de veiller à son développement, c'est de lui apprendre à viser l'autonomie, à se débrouiller seul. Enfin, donc effectivement, je trouve que le déficit peut paradoxalement quelquefois se traduire effectivement par un excès de quelque chose, mais qui n'est pas un excès, on va dire, qui sera un excès d'arbitraire, d'autoritarisme, Hmm. etc. Alors, du coup, en vous écoutant, je me dis que plutôt que déficit, on pourrait se dire qu'on est à un moment de notre histoire, alors de société, où cette notion d'autorité et cette manière de l'incarner est en crise, c'est-à-dire qu'on réinterroge tous ces paramètres Oui. et que c'est plus que le déficit, c'est de réinterroger au service de quoi est cette autorité. En tout cas, en vous écoutant, c'est ce que j'entends. Oui, oui, mais je pense que le mot crise, il a une certaine, ouais, il a une certaine pertinence parce que finalement, crise, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et en même temps, c'est déjà le signe qu'il y a des changements. Finalement, si on observe un peu les débats autour de l'autorité, on sent qu'il y a plein d'adultes qui, effectivement, ne sont pas satisfaits, on va dire, des modèles traditionnels de l'autorité. Et alors, ça se retrouve chez plein de types d'éducateurs, donc chez les parents, mais chez les enseignants aussi. Moi, dans le cadre de cette étude, je me suis entretenu avec des éducateurs dans tous les champs éducatifs et notamment des enseignants qui effectivement se reconnaissent pas, on va dire, dans l'image un peu, bon, je ne sais pas si elle correspond à une réalité, oui, de l'enseignant sur son estrade qui finalement ne donne pas la parole à ses élèves ou seulement se réfugie quelque part un peu derrière l'autorité du savoir pour mener sa pratique. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui ne s'y retrouvent plus et qui ont envie de faire autrement et qui sentent bien qu'il y a des élèves qui face à cette posture, s'y retrouvent pas, n'arrivent pas à exprimer leur défaillance, ne savent finalement, voilà, on se rend compte quand même que par exemple que l'école finalement ne tient pas toutes ses promesses et on peut, en tout cas pour certains enfants, et on peut avoir quelque part l'intuition que effectivement la posture d'autorité de l'enseignant tel qu'on l'idéalise n'est pas adaptée forcément à tous les enfants. Tout à fait, oui. Si on parle d'autorité, on doit forcément se poser la question de qui peut ou doit incarner cette autorité.
Dans votre rapport, vous faites la distinction entre autorité statutaire et autorité relationnelle. Je veux bien que vous nous disiez un petit peu ce qu'il y a derrière ces deux termes. Oui, alors ça va rejoindre un peu effectivement les pistes que j'avais tracées dans la définition de l'autorité, mais c'est vrai que effectivement quand on a tendance à accorder un certain statut euh, aux adultes à qui on confie des responsabilités éducatives. Alors, je pense que ceux auxquels on pense en premier lieu, c'est évidemment les parents, et d'un côté, et l'école avec une majuscule de l'autre, mais donc aussi ses représentants, ses personnels, qu'ils soient enseignants ou autres. Et donc, derrière ça, il y a effectivement l'idée que l'autorité, que effectivement pour pouvoir exercer une autorité, on a besoin d'un certain statut parce que effectivement quelque part on a besoin de pouvoir aller au bout de cette logique qui est de prendre des décisions pour les enfants, c'est-à-dire Pour que aller au bout de ces missions, c'est-à-dire oui qu'on voilà. est on est mandaté pour des missions et Et on nous donne statut pour ça et effectivement, il y a l'autorité va avec. voilà. Mais donc, ce qui pourrait faire finalement de ce statut une condition souvent nécessaire à l'exercice de l'autorité, mais qui se révèle rarement, voire jamais suffisante. Bon, c'est tout le monde sait très bien que effectivement, ce n'est pas parce que les parents disposent de l'autorité parentale que pour autant tous les parents, tous les enfants écoutent leurs parents. Et c'est effectivement si effectivement, par exemple, les enseignants disposent d'un certain statut, et effectivement, ce sont eux qui, par exemple, ont une liberté pédagogique de choisir quelque part la façon dont ils vont exercer leur métier, les règles qui vont être respectées en classe, etc. Pour autant, on sait qu'il y a des enseignants, pareil, qui ne tiennent pas leur classe, qui ne sont pas écoutés. Donc, ce que je signifiais par là, c'est que finalement, la vraie, entre guillemets, autorité, c'est-à-dire le moment où l'enfant, effectivement, c'est pas forcément conscient, mais le moment où finalement il accepte de suivre les recommandations, les instructions et il écoute l'adulte, c'est finalement un autre moment de l'autorité. Et ce moment, il nécessite quelque part que quelque chose se noue dans la relation avec l'adulte. Ce quelque chose, c'est probablement de la confiance, c'est-à-dire finalement, oui, je comprends pas tout ce que tu me demandes parce que effectivement, l'enfant, par exemple, qui apprend les mathématiques, ne voit pas forcément immédiatement tout ce à quoi vont lui servir les mathématiques. Mais l'enfant se dit quelque part, par contre, tu m'as donné suffisamment de signes de ton intérêt pour ma réussite, pour mon développement, que, pour que je te fasse confiance et que quelque part je me dise, bon, si tu me conseilles de faire ça, c'est probablement que c'est pour mon bien. Donc, quelque part, quelque chose se noue dans la relation et, et d'ailleurs, ça se rend compte dans le fait que finalement, l'autorité que les enfants ou que les jeunes attribuent à certains adultes dépendent pas forcément de leur statut. Parfois, l'enfant qui éprouve des difficultés avec ses devoirs, par exemple, il ira plus volontairement voir, je ne sais pas, un ami de ses parents en qui il a confiance que son professeur. Et à l'inverse, peut-être bizarrement, pour lui donner des conseils sur sa vie personnelle, certains préféreront aller voir le prof de maths que la psychologue scolaire. Donc c'est vrai que quelque part, c'est ça c'est ça qu'on avait en tête en parlant de cette autorité relationnelle, c'est-à-dire qu'elle se noue dans la relation et sa légitimité se noue dans toutes les petites preuves qui se cachent dans ces éléments de relationnel. Si je m'essayais à reformuler et synthétiser ce que j'en ai compris, ce que vous venez de dire, le statut, c'est une base qui nous est donnée, hein, puisque, alors je parle du statut enseignant en tout cas, Oui, c'est une base à partir de laquelle on va construire une relation, euh, et une relation dans laquelle on va faire alliance avec nos élèves.
et finalement dont l'autorité serait une des composantes, mais il y en a plein d'autres. Est-ce Oui, que vous oui, êtes d'accord avec cette synthèse? oui. Je dirais même que l'autorité, finalement, est un des fruits de cette relation. Oui, tout à fait. Vous avez raison, c'est la poule et l'œuf. Très bien. Euh, on parlait hein, tout à l'heure, en tout cas dans ma présentation, au tout début, je parlais de cette opposition qui est souvent faite, très caricaturale entre l'autorité et le laxisme. Comment on peut essayer de sortir de cette lecture binaire pour comprendre le sujet peut-être en tirant le fil des besoins fondamentaux de l'enfant. En tout cas, c'est le parti pris que vous prenez dans le rapport dont on parle depuis tout à l'heure. Oui, oui, c'est un des partis pris, effectivement. Bah, c'est vrai que de se dire que finalement, le processus éducatif doit s'articuler autour des besoins de l'enfant, ben, quelque part, oui, parce que effectivement, comme je l'ai dit, derrière les besoins de l'enfant, ils sont multiples et il peut y avoir effectivement des besoins très immédiats comme le besoin, enfin, par exemple, de protection, de sécurité immédiate, mais aussi des besoins d'exploration, de découverte du monde, d'insertion effectivement dans la vie de la collectivité, etc. Donc, et c'est vrai que il faut s'accorder sur ce que sont ses besoins. C'est là peut-être la difficulté. Mais effectivement, ce mot de besoin, je trouve qu'il ressort de plus en plus effectivement dans le vocabulaire des éducateurs, des parents, des enseignants. Je pense qu'il gagne beaucoup de terrain dans la compréhension de cette pratique éducative. Alors, dans le rapport, par exemple, on fait mention, par exemple, d'une bande dessinée qui s'appelle De quoi as-tu besoin et qui est un petit guide à destination des parents sur comment gérer des situations de la vie quotidienne et puis qui s'appuie sur les besoins de l'enfant. Moi, beaucoup d'enseignants m'ont parlé effectivement quand on parlait de la question de, effectivement, que faire quand un élève, je ne sais pas, on a l'impression qu'il ne travaille pas ou quand il essaie de se transgresser les règles, il a une attitude hostile ou au contraire très en retrait. Effectivement, beaucoup d'enseignants me disent, bon, ben, c'est vrai de plus en plus, on s'interroge sur derrière ces comportements, quels besoins sont exprimés par ces comportements. Il y avait eu aussi un rapport qui avait été sorti, dont on parle dans le nôtre, qui était sorti il y a quelques années sur les besoins fondamentaux de l'enfant et qui exprimait par exemple, c'était plutôt dans le domaine de la protection de l'enfance, mais quelque part le travail qui a été fait s'applique aux autres enfants également, mais qui exprimait le fait, par exemple, qu'il y aurait probablement un méta-besoin qui est celui de sécurité, c'est-à-dire que finalement, l'enfant a besoin d'être sécurisé, y compris affectivement, avant justement de pouvoir explorer ses autres besoins, le besoin de découverte du monde, le besoin de s'inscrire dans un cadre, le besoin d'identité et c'est vrai que finalement si on observe de près certaines pratiques éducatives, on voit quand même qu'il y a encore beaucoup d'adultes qui sans le vouloir forcément, mais en se voulant souvent bien faire, en fait, mettre l'enfant en difficulté, par exemple en lui demandant des choses qu'il n'est pas capable de faire dans l'immédiat, ou bien finalement ont des façons de s'adresser à lui ou des demandes qui le dévalorisent. Alors souvent, ça part d'une bonne intention. On dit, bon, comme je disais tout à l'heure, on va un peu le bousculer, etc. Mais l'enfant peut rapidement se sentir, ne plus se sentir en sécurité. Et il y a parfois, on cite quelques chiffres, quelques études dans notre rapport, mais il y a parfois l'impression pour l'enfant de ne pas être à l'école, de ne pas être dans un cadre où il se sent vraiment en sécurité. Il y a, par exemple, il y avait une étude menée par Apprenti d'Auteuil il y a quelques années qui montrait que 43% des enfants interrogés disaient
avoir été victime d'une forme de violence, que ce soit violence psychologique ou violence physique, de la part d'un adulte à l'école. Donc, pour les enfants, par exemple, percevoir le lieu, l'établissement scolaire, comme un lieu potentiellement un lieu de violence, c'est très insécurisant. Donc oui, il y a quelque part effectivement un intérêt à repartir de ses besoins, à s'interroger, à essayer de s'interroger, est-ce que notre pratique, est-ce que notre posture d'autorité, est-ce que la façon qu'on a de réfléchir les règles, etc., rentre bien en adéquation avec ses besoins fondamentaux. Je pense que c'est une bonne démarche. Et je trouve que de partir de ces besoins fondamentaux, on parle par exemple de ce besoin de sécurité, ça nous oblige en tant qu'adultes. C'est-à-dire que euh, si on part du besoin d'un enfant d'être sécurisé, ça nous oblige à mettre un cadre, par exemple. C'est-à-dire que c'est Oui, pas seulement dans quelque chose que je ferais en trop de l'ordre de la domination, mais de l'autre côté, de ne pas faire, oui, ce n'est pas répondre aux besoins fondamentaux. Donc je trouve que c'est ce que je trouve intéressant dans ce postulat, partons des besoins fondamentaux et dans sa classe, on peut partir des besoins fondamentaux de nos élèves selon les âges, de s'intéresser à ce dont a besoin un adolescent, par exemple, en âge d'être au collège. Ça nous donne mandat, ça nous oblige et ça nous permet de dire à nos élèves, hey, moi je suis mandaté pour te donner des outils pour t'émanciper. J'ai mandat à te mettre en sécurité. Ça veut dire que je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interaction néfaste entre vous parce que je suis mandaté. On peut reparler du statut dont vous parliez tout à l'heure. Et du coup, ça nous oblige à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait en alliance avec nos élèves pour que chacun soit respecté et dans son mandat en tant qu'adulte et dans son besoin en tant qu'enfant. oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est une démarche en tout cas, moi, dans le cadre de cette étude, comme je vous disais, je suis allé effectivement m'entretenir, à interroger des enseignants, et c'est vrai que certains que j'ai interrogés l'ont vraiment entrepris en consacrant des temps finalement de réflexion, des ateliers autour de ces notions de besoin. Je me souviens, on cite l'exemple effectivement d'une enseignante de mathématiques au collège dans le rapport qui travaille avec ses élèves à élaborer une charte de classe. Et la charte de classe, elle part de quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien dans la classe et pour bien travailler et progresser. Et donc ça part vraiment d'une démarche qui fait appel effectivement aux besoins de l'enfant. Après, la difficulté est que effectivement, enseignants comme adolescents ne sont pas toujours très bien au fait même les adolescents ne sont pas très bien au fait de leurs propres besoins. Et Ils ont... oui, oui, tout à fait. Mais je trouve que ça nous invite à ce travail-là, finalement, plutôt que nous, on est dans un moment où on est en insécurité dans le sens où on a perdu nos repères par rapport à cette autorité. De fait, quand on était adulte, le avant ne veut rien dire, mais bon, le avant, on avait autorité sûre, on était sur un rapport de domination et personne ne se posait trop la question, ou en tout cas, on en usait et abusait. On a commencé à réfléchir justement à nos enfants, à ces êtres, non pas en devenir, mais ces êtres en action, qui avaient des besoins et qui, pour s'émanciper et devenir des adultes, des citoyens, des concitoyens, devaient être nourris de certains besoins. Et c'est là qu'on s'est dit, waouh, mince, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et on est en plein dedans. Et de repartir de ses besoins, je trouve que ça sécurise. Ça n'apporte pas toutes les réponses, mais ça sécurise. Et ça, encore une fois, ça nous oblige en tant qu'adultes.
C'est-à-dire qu'un enfant qui se met en insécurité et qui nous dit ouais mais moi je sais, non. Là, moi en tant qu'adulte, j'ai devoir de Mhm. te mettre en sécurité et aujourd'hui avec ce que je suis incapable de te laisser faire ça. Et je trouve que ça n'empêche pas à un certain moment de dire non et la limite elle est là, mais on sait d'où on se place et cette place-là ne change pas selon la vitesse du vent, la fatigue que l'on a, quoi. Oui, puis quelque part, je pense que ça donne un sens à la responsabilité éducative Tout à fait. qui est un sens finalement positif, c'est-à-dire que Complètement. c'est une responsabilité qui n'est pas punitive, c'est-à-dire bah, vous êtes responsable et si jamais l'enfant ne réussit pas, c'est de votre faute, mais une vision positive, c'est-à-dire j'accepte cette responsabilité parce que j'en vois la finalité et je vois à quoi elle sert. Hmm. On a dressé un peu, hein, voilà, les intentions, la compréhension qui sont liées à l'autorité. Dans votre rapport, vous parlez, vous présentez des pratiques de cet exercice de l'autorité Oui. au service de la relation éducative. Et comme ça, on bouclera la boucle. Est-ce que vous avez retiré quelques, je dirais, critères, paramètres ou piliers de toutes ces pratiques? Alors oui, on a essayé. Alors, comme je disais, une des particularités de cette étude et qui en fait peut-être qui faisait qu'elle était peut-être un peu ambitieuse, c'était de s'intéresser à tous les domaines éducatifs. C'est-à-dire que finalement, l'école, mais aussi la protection de l'enfance, la petite enfance, l'éducation dans par exemple l'éducation sportive, l'éducation populaire, etc. Donc on est allé voir un peu partout. Euh, donc, il leur ressort des choses qui sont applicables à des degrés divers, par exemple dans la classe. Mais c'est vrai qu'il y a des choses moi, qui m'ont marqué, c'est-à-dire notamment, par exemple, la question de la réciprocité dans la relation éducative, c'est-à-dire que finalement, l'adulte sent très bien ce qu'il peut apporter à l'enfant, puisque effectivement il se sait détenteur d'un savoir, il sait qu'il a une expérience sur ses pratiques, etc. Mais ce qui nous est apparu aussi, c'est qu'il ne fallait pas perdre de vue tout ce que l'enfant peut apporter à l'adulte et à l'enseignant, par exemple. Il y a une initiative dont on parle dans le rapport qui est assez belle à ce propos. C'est l'initiative qui a été menée par un enseignant alors je ne sais plus de quelle académie, mais ça c'est, mais en tout cas qui l'a intitulé Ces élèves qui nous élèvent. Et en fait, il s'est adressé aux enseignants justement pour recueillir tous les témoignages de d'enseignants qui ont le souvenir de certains élèves qui leur ont appris quelque chose sur leur démarche et sur leur pratique professionnelle. Après, après un autre aspect important, c'est effectivement le fait de laisser de la place aux enfants et, comme on disait, bah, s'interroger sur leurs besoins et s'interroger sur effectivement bah, avec quoi ils arrivent en classe, qu'est-ce qu'ils ont, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs projets, leurs intérêts. Et donc c'est toutes ces petites pratiques que certains enseignants mettent en place. Il y en a certains qui montent avec leurs élèves bah, sur le temps, par exemple, dédié aux professeurs principaux qui montent des ateliers autour des émotions, de comment les comprendre, comment les exprimer. On a déjà parlé de faire une charte de classe où effectivement on réfléchit collectivement aux règles qu'on va respecter dans l'année. Il y a un dispositif dont on parle aussi dans le rapport, qui est celui dans un collège qui avait été institué, qui est un dispositif pose ton sac, c'est-à-dire les élèves avaient l'opportunité en fait de demander un temps d'entretien individuel avec l'adulte de leur choix dans l'établissement pour parler de sa situation personnelle ou des choses comme ça.
Et après, voilà, donc on identifie quelques clés. Effectivement, il y a aussi l'aspect affectif qui est souvent mis de côté dans la relation éducative et qui pourtant est très présent aussi bien du côté de l'enseignant que du côté des élèves. Et c'est quelque part, quelque part, on a la tentation de vouloir faire abstraction du fait que les élèves arrivent en classe avec des émotions, les enseignants aussi, etc. Mais souvent parce qu'on ne sait pas trop comment gérer le fait que ces émotions. Et donc, voilà, le fait ne serait-ce que d'instituer des temps avec les élèves pour les comprendre, travailler sur la résolution des conflits, etc. Bon, c'est des choses importantes. Est-ce que vous avez identifié des composantes liées au cadre lui-même et à cette manière Oui. qu'ont les adultes dans la relation éducative à être garants de ce cadre? Oui, alors moi je verrais le cadre à deux niveaux. Si on prend l'école par exemple, il y a le cadre effectivement de la classe, qui est un cadre finalement où l'adulte, l'enseignant et justement l'adulte au singulier dans cet environnement où il est avec des élèves. Euh, donc ça, effectivement, ce à quoi s'invitent les enseignants justement qui essayent de réfléchir à leur posture, c'est une réflexion par exemple sur les règles qu'ils posent un peu de façon, on va dire, mimétique ou de façon traditionnelle. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que sans que ces enseignants se soient consultés, beaucoup d'enseignants m'ont parlé, par exemple, de la règle, je ne sais pas, concernant l'autorisation pour aller aux toilettes. Et beaucoup, je sais pas, beaucoup d'enseignants me sont dit, au fur et à mesure que je me suis mis à y réfléchir, je me suis dit, c'est quand même une règle un peu étrange, par exemple, pourquoi les élèves devraient. Voilà. Après, il y a des enseignants qui, justement, enfin, moi, la particularité des enseignants avec qui je me suis entretenu, c'est que souvent, ils avaient entrepris une démarche d'introspection sur ces questions-là. Souvent, ils se sont formés à des pratiques qui sont un peu en marge de la formation, on va dire, officielle de l'éducation nationale. Donc, certains se sont formés à la communication non violente, d'autres aux compétences psychosociales, d'autres ont cherché vers les pédagogies alternatives, d'autres postures. Mais en tout cas, ça leur a permis de voir que finalement, il y a une grande liberté dans le cadre qu'on peut poser, etc. Ce qu'ont en commun tous ces enseignants, c'est qu'ils sont persuadés de l'importance de ce cadre, mais qu'il y a aussi une marge de liberté, qu'on n'est pas obligé effectivement de repartir sur ce qu'on a connu en tant qu'élève, etc. Et après, il y a aussi le cadre, on va dire, et je pense que c'est très important, de l'environnement autour de la classe, c'est-à-dire l'établissement, le fonctionnement de l'établissement, en fait, le fait de pouvoir échanger avec des collègues, d'avoir parfois des temps d'échange justement autour de ces pratiques, parce que c'est quelque chose que dans certains établissements, c'est des traditions qui se sont installées, qui ont beaucoup enrichi l'expérience des enseignants, parce que finalement, la menace pour certains enseignants, c'est l'isolement, c'est-à-dire de sentir qu'on doit tout gérer soi-même, que c'est nous qui devons trouver seuls les solutions. Et c'est vrai que le rôle des autres enseignants ou le rôle des directeurs d'établissement est important. Ce point. Et puis, effectivement, ce cadre, il peut parfois s'étendre aussi en dehors de l'établissement scolaire. Et là, c'est toute la question de la relation qu'on installe, par exemple, avec les parents, qui est assez décisive parce que on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que l'enfant, il n'est pas sous l'autorité d'un seul adulte. Et dans sa journée, il va passer sous l'autorité de plusieurs adultes. Alors, l'autorité de ses parents, l'autorité de l'enseignant, l'autorité, par exemple, à l'école élémentaire, l'autorité des personnels du Du périscolaire. périscolaire, tout à fait. Et il y a un cadre aussi là à imaginer parce que finalement,
l'enfant qui connaît au cours de la journée des règles totalement différentes, qui se voit adresser des messages contradictoires sur ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, il est aussi parfois un peu déboussolé. Et donc, Et en insécurité. oui, Et la boucle est bouclée, quoi. effectivement, donc avoir un cadre aussi qui institue finalement des relations également entre les différents éducateurs de l'enfant. Alors, c'est riche. Alors, c'est encore beaucoup en chantier. C'est-à-dire que la réalité on va dire, d'avoir des dispositifs vraiment institués pour asseoir ce dialogue, cette communication entre les parents et les enseignants et les personnels périscolaires, les enseignants et, on peut même imaginer, et d'autres éducateurs en dehors de l'école, que ce soit dans les contextes associatifs ou autres. C'est encore un cadre qui est largement à imaginer parce qu'à l'heure actuelle, certains le font très bien parce qu'ils ont entrepris de le faire. Nous, on cite l'exemple d'enseignants qui ont pris vraiment cette mission, par exemple, de communication avec les parents à bras le corps, qui invitent les parents en classe, qui les laissent rentrer. Mais pour beaucoup, c'est pas le cas et ils savent pas forcément très bien s'y prendre. Il y a des typologies de parents avec lesquels la communication est très difficile. Il n'y a pas vraiment de cadre prévu pour. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses à imaginer dans ce cadre pris au sens large pour finalement, faciliter l'exercice de l'autorité de tous ces adultes-là. Et surtout, il n'y a aucune formule magique, c'est-à-dire que si on essaye de boucler, tout ça, c'est en mouvement. On traverse une crise de l'autorité parce que on a envie de questionner notre rapport aux enfants, à ces êtres que nous accompagnons. Donc ça nous demande un réajustement. C'est complexe, mais il n'y a rien qui fonctionne ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi quelque part le deuil à faire de si je fais comme ça va se passer comme ça et ça sera tout le temps comme ça. Et j'ai l'impression que si on fait le deuil de ça et qu'on se dit, hey, de toute manière, des relations, c'est mouvant. Donc, des fois, on va y arriver, des fois, on va pas y arriver. Mais ce qui nous intéresse, et là, je vais reprendre un terme qui, pour moi, est central dans votre propos, c'est cette idée de réciprocité. Et réciprocité, ça ne veut pas dire on est dans une relation asymétrique avec nos enfants. C'est clair, on est plus âgé, on a plus d'expérience, on a une responsabilité qu'ils n'ont pas, mais c'est OK. Mais il faut savoir juste sur quels paramètres on peut jouer. Et cette asymétrie n'est pas de domination. Voilà. Oui, c'est vrai. Et en même temps, je trouve votre propos très juste. Et en même temps, c'est quelque part quelque chose qui peut être inquiétant parce que on peut arriver on peut arriver dans l'éducation avec plein de certitudes qui nous rassurent sur le fait qu'on va être apte. Et en même temps, c'est quelque chose qui rend ces métiers-là et absolument passionnants. C'est-à-dire que finalement, effectivement, ça fait que chaque année ne sera pas la même parce que les enfants sont différents. Ça fait effectivement qu'on aura toujours des choses à apprendre, qu'il y a une curiosité à avoir, que moi j'invite, et c'est ce qu'on fait dans le rapport, mais j'invite par exemple les enseignants à aller voir ce qui se fait justement dans d'autres domaines éducatifs, à aller voir ce qui se fait en protection de l'enfance, parce que par exemple en protection de l'enfance qu'on met beaucoup en avant dans notre rapport, ces éducateurs, ils sont face à des enfants où tout est plus, c'est-à-dire c'est des enfants qui ont souvent plus de blessures, qui sont plus à fleur de peau, etc. Donc ils ont à déployer plus d'énergie, plus d'inventivité, et parfois c'est comme ça qu'ils trouvent de nouvelles idées, voilà. Donc en fait, c'est vrai que le propos est peut-être un peu engageant d'une certaine façon, mais il invite aussi à quelque chose d'assez passionnant. Mais le
corollaire de tout ça, et je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est que pour que cette mission soit pas mission impossible pour les éducateurs, il faut qu'ils se sentent épaulés, il faut qu'ils se sentent soutenus, il faut qu'ils se sentent considérés, parce que si on leur demande tous ces efforts-là, tout en leur, effectivement, tout en les laissant se débrouiller, leur proposant pas de formation adaptée, en leur proposant effectivement un statut qui tend parfois à être précaire. Alors on sait que le statut des enseignants c'est déprécié, mais il y a plein d'autres professions éducatives où le statut est aussi précaire et ils sont souvent un peu déconsidérés. Donc ça nous demande aussi un effort collectif de soutien, de considération envers les professionnels de l'éducation, et puis ça demande un effort effectivement politique incontestable. Alors c'est vrai que depuis le début de notre échange, et je voudrais le mettre en point de vigilance pour ceux et celles qui nous écoutent, nous regardent et qui peut-être auraient imaginé et trouvé des solutions magiques à la gestion de certains comportements hors cadre de leurs élèves. Ce n'était pas le propos, on parlait de l'autorité et on reparlait de façon générale de cette autorité et du cadre. Donc on va espérer que ceux et celles qui avaient ces attentes ne soient pas trop déçus, mais c'est un autre sujet. Voilà, on parlait du cadre général de l'autorité. Cela dit, dans le rapport, il y a quand même pas mal d'idées pratiques qui sont illustrées, et on donne aussi des références qui permettent aussi d'aller plus loin et d'aller voir un peu justement ce qui peut manquer parfois à certains enseignants qui se sentent un peu seuls et qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller voir ce que font d'autres. Là, on documente un peu des pratiques qui leur permettent un peu de voir ce que font les autres, ce qui est déjà un élément de concret dans cette réflexion. Mais merci pour ce point de transition qui permet d'inviter tous ceux et celles qui sont intéressés, passionnés, bousculés par cette idée de l'autorité, d'aller lire ce rapport qui, je rappelle, s'appelle « Le sens de l'autorité, idées et initiatives pour soutenir la relation éducative ». Vous trouverez le lien pour télécharger ce rapport dans les liens de l'émission. Merci en tout cas pour ce temps de partage. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à partager sur ce sujet de l'autorité ? Oui, le petit mot de la fin. Finalement, ce que ce travail m'a appris aussi, c'est que le terme autorité, qui parfois pouvait susciter une certaine méfiance, parce que finalement, il pouvait être regardé avec justement une incompréhension sur son sens profond. Finalement, ne pas avoir peur de ce mot-là, parce que c'est quand même un beau mot, et que derrière l'autorité, il y a tout ce qu'on peut faire pour l'enfant, pour l'accompagner sur tout son cheminement. Donc, essayons de réhabiliter effectivement ce mot. Voilà un joli programme que de se réconcilier avec ce terme autorité. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés sur ce chemin-là. Merci à vous.